Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, le thème, c'est le thème américain et notre quart d'heure américain, bien sûr, avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visio avec nous. Bonsoir et bienvenue, capitaine. Merci Pierre-Yves d'être avec nous. Revenons tiens, sur un des sujets liés à la régulation de l'IA. Alors je crois que l'info et le décret a été signé par Donald Trump la semaine dernière. L'idée étant d'unifier, de fédéraliser au maximum toute la régulation actuelle et à venir sur le sujet de l'intelligence artificielle. Pierre-Yves, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tous les grands sujets politiques qui appellent législation et réglementation sont traversés par ce problème aux États-Unis. La réglementation doit-elle être essentiellement fédérale ou faut-il autoriser que au niveau des États, un niveau élevé de réglementation puisse être exercé ? C'est vrai sur l'avortement, c'est vrai sur l'assurance, c'est vrai sur l'environnement, les émissions de carbone, etc. Bien évidemment, dans un sujet relativement nouveau, comme celui de l'intelligence artificielle, les groupes de pression exercent une influence très forte sur le gouvernement fédéral pour qu'au maximum ce soit à Washington que les grandes décisions réglementaires et législatives soient prises et non pas au niveau des États parce que les sociétés ne veulent pas avoir à traiter avec 50 régulateurs. À cela s'ajoute, je vous donne le contexte, l'impression aux États-Unis que cette vague spectaculaire d'innovation et ces paris massifs d'investissement qui se mesurent en centaines de milliards de dollars se font dans le contexte d'une concurrence très forte avec la Chine et que le combat doit absolument être gagné cette fois-ci par les États-Unis parce qu'on a l'impression que les Chinois ont gagné tous les combats précédents, celui de l'informatique, de la miniaturisation, de la mobilité, de l'industrie électrique, etc. Dans ce contexte-là, Donald Trump a tenté de faire voter par le Congrès à plusieurs reprises des amendements qui auraient fait de la réglementation fédérale la réglementation dominante. Il a échoué. Il a échoué parce que les républicains ne sont pas unis sur cette question. En Floride en particulier, dans l'Arkansas également, et la Floride est un grand État américain qui pèse beaucoup, on n'est pas convaincu chez les républicains que les 7 magnifiques soient aussi magnifiques que ça. On redoute leur rôle important dans la protection ou le non-respect de la vie privée, leur influence sur la jeunesse. Ce ne sont pas, dans l'électorat conservateur républicain traditionnel, des sociétés particulièrement populaires. Dans ce contexte-là, Donald Trump a signé un décret parce que le Congrès a refusé de voter les amendements favorisés par la Maison-Blanche, un décret qui dispose de 3 obligations. La première, créer au département de la justice une mission spéciale, une task force, dont le rôle va être de poursuivre devant les tribunaux les États qui vont oser réglementer l'intelligence artificielle dans un sens qui n'est pas conforme à ce que la politique de l'exécutif sera. C'est une procédure un petit peu d'intimidation qui vise bien évidemment les grands États démocrates qui souhaitent réglementer le plus rapidement possible les choses, mais aussi certains États républicains. On parle pour les démocrates de la Californie, de l'État de New York, de la Floride et du Texas pour les grands États républicains. Deuxième point important dans ce décret, demander au département du commerce de faire la liste de toutes les lois qui ont déjà été votées au niveau des États pour déterminer lesquelles sont acceptables et lesquelles ne le sont pas, et de prévoir des sanctions éventuelles frappant les États qui réglementeraient trop l'intelligence artificielle et qui risqueraient, dans l'esprit de Donald Trump, de faire perdre aux États-Unis la course avec la Chine. Troisième élément, demander à David Sachs, qui est le tsar de l'intelligence artificielle à la Maison-Blanche, de définir les grands principes de ce que sera une loi fédérale qui finira par intervenir et qui mettra des mois à être négociée et à être formulée pour, une fois pour toutes, déterminer ce que les Européens ont
ont établi depuis très longtemps, car une fois de plus, l'Europe est championne du monde de la réglementation. Trouvez l'erreur. Oui, on peut donner des leçons au monde entier sur les sujets de réglementation. Mais dans le cadre américain que vous décrivez là aujourd'hui, Pierre-Yves, est-ce qu'on peut dire que quand même tout ça est une victoire pour la big tech américaine, ou va dans le sens, en tout cas, de ce que cherchait à obtenir la big tech américaine? Oui, parce qu'il y a, bien évidemment, c'est une grande victoire pour les groupes de pression, pour OpenAI, qui a dépensé beaucoup d'argent, pour Google, même pour Apple, qui est pourtant pas un des numéros 1 dans l'intelligence artificielle, mais qui a été consulté. Tim Cook a beaucoup discuté de cette question avec le président Trump. C'est une victoire, pourquoi? Parce que d'abord, sur le fond, les dispositions souhaitées par David Sachs sont tout à fait favorables à cette industrie. David Sachs travaille de manière bénévole pour la Maison-Blanche, mais c'est une personnalité de la Silicon Valley qui gère un fonds, Kraft Ventures, qui est dans énormément de sociétés de la technologie. Il prétend s'en être désengagé, mais enfin, il y a certains doutes sur la sincérité de ses déclarations. Toujours est-il que c'est un homme de la big tech, et c'est lui qui est aux commandes à la Maison-Blanche. Et puis, comme il va falloir beaucoup de temps pour décider ce que sera cette loi au Congrès, car il n'y a pas de consensus, le compteur va tourner, et tant que le compteur va tourner, il n'y aura pas de réglementation fédérale. Ouais. Et le status quo de l'absence de réglementation fédérale, de législation fédérale, est quelque chose qui convient très bien aux géants de la technologie américaine. Bon, et puis autre sujet, Pierre-Yves, donc un Kevin peut en cacher un autre. La question étant, est-ce qu'un Kevin vaut l'autre Kevin? On parle bien sûr de Kevin Warsh, qui semble revenir dans la course face à Kevin Hassett pour le poste, en succession de Jérôme Powell, de président de la Réserve fédérale américaine. Que vous inspire ce sprint final, Pierre-Yves? Moi, je suis comme Jamie Dimon, j'espère que Kevin Warsh va gagner. Les voix de Donald Trump sont impénétrables. Peut-être que même Donald Trump lui-même ne sait pas qui il va choisir. C'est ce qu'il prétend d'ailleurs, mais en tout cas, il hésite beaucoup entre les deux Kevin, et c'est une surprise parce que on avait l'impression que Kevin Hassett, qui est son actuel conseiller économique, était vraiment le favori et avait virtuellement emporté la course. Le fait qu'il réfléchisse à Kevin Warsh, en soi, c'est quelque chose d'important. Parce que Kevin Warsh, indiscutablement, serait préféré par Wall Street à Kevin Hassett. Pourquoi? Parce que d'abord, il a une expérience de gouverneur importante. Il a été gouverneur pendant 7 ans. Il a travaillé à Morgan Stanley dans le département des fusions-acquisitions, et c'est quelqu'un qui a, aux côtés de Ben Bernanke, en 2007, 2008, 2009, géré la grande crise financière, et qui était vraiment le point de communication entre la Réserve fédérale et Wall Street. Donc il a de l'expérience. Il a également, bien sûr, toute la formation économique nécessaire. Il coche toutes les cases, Stanford, Harvard, MIT. Il est imbattable sur les questions de réglementation bancaire et sur les questions monétaires. Et Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, la semaine dernière, n'a pas raté une occasion de dire que, de son point de vue, la sélection de Kevin Warsh serait absolument magnifique. On le perçoit comme quelqu'un qui, oui, est favorable à la consultation du président des États-Unis dans le cadre de la procédure de détermination des taux d'intérêt, oui, qui est favorable aujourd'hui à une baisse des taux d'intérêt, mais qui a par ailleurs une assise et une crédibilité qui rassurerait. Bon, Kevin Warsh, effectivement, on verra ce qu'il en est, sachant qu'effectivement, et Jamie Dimon étant la partie émergée de l'iceberg, j'ai lu et relu que bon nombre de titans obligataires de Wall Street s'étaient invités ou avaient été invités dans le bureau de Scott Bessent au Trésor pour avertir sur le risque Hassett. Si Kevin Hassett se comportait comme un président de la Fed un peu aveugle, notamment face à un risque d'inflation qui est peut-être pas encore totalement maîtrisé selon certains. Oui, je pense qu'il y a ça c'est ma théorie personnelle, qu'il y a une certaine exagération sur le risque de voir la Réserve fédérale tomber victime d'un coup d'État et de basculer sous le contrôle d'un hystérique trumpiste qui abaissera les taux directeurs à 0 et laissera l'inflation s'envoler.
Je crois qu'il y a trop de garde-fous. D'abord, il y a le garde-fou, vous l'aviez signalé la semaine dernière, il y a le comité monétaire de la Fed. C'est quand même pas n'importe quoi. Il y a 7 gouverneurs, il y a 5 présidents de Fed régionales. Ils ont des opinions, ils ont du staff, ils ont le pouvoir de parler et de s'adresser directement au marché, et on ne peut pas leur marcher dessus. Le président du Conseil des gouverneurs n'a qu'une voix parmi les autres, et son métier est d'établir un consensus. Il ne peut pas, ce n'est pas le patron de la Fed, en fait, c'est le chef d'orchestre de la Fed. Le deuxième garde-fou, c'est la presse. Notre rôle de journaliste est d'essayer d'expliquer les dangers qu'il y aurait à pratiquer une politique monétaire qui ne serait pas en phase avec les risques d'inflation et les risques de chômage. Et le troisième, évidemment, qui est de loin le garde-fou le plus important, c'est les marchés. Les marchés, aujourd'hui, ne laisseraient pas n'importe qui faire n'importe quoi à la Réserve fédérale. Ça ne durerait pas longtemps. Ce scénario, cette théorie selon laquelle une majorité de gouverneurs trumpistes arriverait à la Fed et pourrait évincer les présidents des Fed régionales pour mettre là des présidents de Fed régionales qui seraient trumpistes, ce scénario-là mettrait plusieurs jours à se mettre en place, et il se ferait dans le cadre d'un effondrement du marché obligataire et probablement des marchés d'actions. Moi, je n'y crois pas. Bon, en tout cas, le suspense est à son comble concernant la détermination, la nomination du successeur de Jérôme Powell, attendue, nomination, ou en tout cas annonce attendue peut-être avant la fin de l'année ou au plus tard au début de l'année prochaine. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous. Je vous le rappelle, chaque lundi en direct dans Smart Bourse à 17h45 si vous nous suivez à la télévision via vos box. Et vous retrouvez bien sûr ce rendez-vous comme tous les autres en replay sur notre plateforme bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.